Vous allez donc découvrir un corpus de cartes consacré aux États-Unis, organisé en 3 chapitres, en 3 cercles concentriques. Le premier cercle, c'est le territoire. Il faut s'imaginer ces pères fondateurs débarquant sur la côte est américaine, fuyant l'intolérance anglicane britannique, qui fondent de nouvelles colonies de la couronne, et qui, avec l'immigration venant d'Europe, vont conquérir un espace immense contre 3 adversaires. Contre les Indiens, auxquels nous consacrons tout un dessous des cartes pour évoquer la finesse de leur culture et le mépris dont ils ont été l'objet, contre la nature, superbe, sans fin, de ce continent, et enfin, 3e combat, contre les puissances européennes, anglaises bien sûr, mais aussi françaises et espagnoles. Ces premiers Américains ne mettront que 100 ans pour passer à pied, à cheval, en chariot, de la côte atlantique à la côte pacifique. Le deuxième cercle, c'est la sortie du territoire. La jeune démocratie américaine découvre la dimension internationale du rapport des forces et envoie des troupes en Europe en 1917 pour tenter de préserver l'équilibre des puissances, et plus encore lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'agit d'empêcher en Europe la suprématie d'un État allemand totalitaire et dans le Pacifique, la suprématie du Japon impérial. Un 3e État expansionniste, l'Union soviétique, va rester le principal adversaire des États-Unis jusqu'en 1991. Le dernier cercle, ce pourrait être aujourd'hui, le XXIe siècle. Vous verrez des cartes des liens économiques de l'Amérique du Nord avec l'Amérique latine, de la mondialisation au centre de laquelle se trouvent les États-Unis, et le réseau de bases militaires qui, avec le terrorisme, prend un positionnement mondial nouveau. Alors pour clore cette vision, vous allez pouvoir constater dans le Grand Nord canadien l'agitation des compagnies minières, des compagnies d'assurance, des compagnies de navigation, puisque là pourrait s'ouvrir d'ici 2015 un nouveau détroit international, le passage du Nord-Ouest, rendu possible par la fonte de la banquise à cause des effets du réchauffement climatique. Alors bon voyage dans cette géographie impériale. Je vous propose 3 volets du dessous des cartes pour réfléchir de manière cartographiée à la politique étrangère des États-Unis. L'exercice touche au monde entier car les intérêts américains sont mondiaux, donc on va prendre une géographie large, mais il touche aussi à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et là, on a une histoire très courte, 250 ans. Voici donc une première partie qui traite de la formation du territoire américain. L'Amérique est peuplée depuis des milliers d'années par les nations indiennes, dont on voit ici les grandes localisations sur le territoire. Cheyenne, Sioux, Pawnees, Choctaw, Cherokee, parmi d'autres. Arrivent sur la côte atlantique des commerçants de la Compagnie de Virginie en 1607, des pèlerins qui débarquent du navire Mayflower en 1620. Ces colons viennent d'Angleterre, ils fuient l'intolérance de l'Église anglicane, d'autres viennent d'Irlande, d'Écosse, de Hollande, de Suède. Ces Américains, nés de l'Europe, vont développer le long de la côte atlantique 13 colonies de la couronne britannique. Et avec un flux constant d'immigrants venant d'Europe, leur population atteint quelques 3 millions d'habitants en 1776. Alors comment, à partir de ces données de base, se forment les États-Unis d'Amérique? Ces 13 colonies font leur unité contre Londres lorsque les Britanniques entendent lever de nouvelles taxes sur le commerce pour financer les guerres en Europe, mais peut-être plus encore lorsqu'elles refusent l'édit du roi George III qui déclare que la colonisation est terminée et ne peut s'étendre au-delà de la chaîne des Appalaches. À cet interdit s'ajoute une donnée géographique. Cette chaîne des Appalaches constituait une barrière naturelle, cela imposait de s'étendre vers le sud, donc il faudra attendre l'exploration d'une vallée orientée est-ouest, le Cumberland Gap, permettant aux chariots de s'engager vers l'ouest. 1776, c'est la date de déclaration d'indépendance qui s'ouvre avec la guerre entre Anglais et Américains. La paix est signée en 1783. Alors commence ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Une triple guerre contre les grands espaces naturels, les monarchies européennes et les nations indiennes. Les Indiens présents en Amérique sont divisés, il n'y a pas de pouvoir central.
Les tribus ont rarement formé de coalition anti-blancs, et ces espaces des tribus indiennes vont se réduire à mesure de la progression des Américains. En moins d'un siècle, les États-Unis acquièrent par traité, par achat ou par la guerre toutes les terres permettant de former un territoire contigu, soit est-ouest de l'Atlantique au Pacifique et nord-sud des Grands Lacs au Rio Grande. 1783, 1867, la rapidité est stupéfiante, c'est cela sans doute que les Américains considèrent comme leur destinée manifeste. Alors pour arriver à ce résultat, 3 grandes acquisitions vont assurer la continuité territoriale du futur État. Au terme de la guerre d'indépendance, la première grande acquisition se fait lors du traité anglo-américain de Paris de 1783. C'est un territoire entre la chaîne des Appalaches et le Mississippi qui s'ajoute aux 13 États d'origine. En échange, Londres obtient l'absence de revendications américaines sur les possessions britanniques au nord. C'est là l'origine de 2 États anglo-saxons séparés en Amérique du Nord. Ce sera le futur Canada. Deuxième grande acquisition, un vaste territoire aux contours mal connus, mal cartographiés, appelé Louisiane, du nom du roi de France, Louis XIV. Les Américains l'acquièrent pour 15 millions de dollars de l'époque, car en 1803, la France de Napoléon se prépare encore à la guerre contre l'Angleterre et n'a plus les moyens de ses ambitions outre-Atlantique. Il était sans doute plus urgent pour Napoléon de renforcer les États-Unis en Amérique pour pouvoir affaiblir les Anglais en Europe. Alors cette acquisition est une avancée commerciale majeure pour le gouvernement américain, car elle débouche sur le delta du Mississippi et le port de la Nouvelle-Orléans, donc sur le golfe du Mexique. Au sud-est, entre 1810 et 1819, l'Espagne, qui est présente en Floride, cède peu à peu sa souveraineté sous la pression combinée d'incursions militaires privées, la pression démographique des colons et la pression diplomatique. En 1819, les États-Unis obtiennent par le traité Adams-Onis la cession de la Floride espagnole, ce qui ouvre alors la totalité du golfe du Mexique au commerce américain. Maintenant plus à l'ouest. Entre les Rocheuses et la côte Pacifique, entre la côte de l'Alaska qui est russe et au sud, ce Mexique qui est nouvellement indépendant, se loge un territoire où se pratique le commerce des fourrures le long de la rivière Columbia. Au terme de longues négociations avec Londres, les États-Unis acquièrent près de la moitié du territoire de l'Oregon en 1846 par traité avec les Britanniques. Voilà, vous le voyez, l'océan Pacifique est atteint en 70 ans. L'état de rivalité est définitivement terminé entre Anglais et Américains, et il commence avec l'Amérique hispanique. Car au sud, justement, se trouve la République indépendante du Texas, fondée en 1835 au terme de la révolte des colons texans contre le dictateur mexicain Santa Anna. Cette République du Texas demande son rattachement à l'Union. Le président démocrate James Polk accepte d'annexer le Texas en 1845, ce qui provoque précisément la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Les Américains sont vainqueurs en 1848. Polk peut, en position de force, négocier avec le gouvernement mexicain l'achat d'un énorme territoire qui formera ensuite les États de Californie, du Nevada, Utah, Arizona, une partie du Colorado et le Nouveau-Mexique. Le Mexique, indépendant depuis 1821, perd en 1848 40% de son territoire. Eh bien, pour les États-Unis, c'est cette troisième grande acquisition dont je vous parlais. En 1853, les États-Unis achètent la petite bande dite de Gadsden pour faciliter le tracé des lignes de chemin de fer. Et enfin, en 1867, l'achat de l'Alaska à la Russie relève de l'opportunité d'une négociation avec Saint-Pétersbourg, très désireuse de vendre ce morceau de territoire acquis grâce aux compagnies de commerce de fourrure russes. L'accord avec la Russie est conclu le 30 mars 1867 pour 7 millions de dollars de l'époque. On peut d'ailleurs s'amuser à réfléchir aux conséquences pour Washington,
si l'Alaska n'avait pas été achetée aux Russes et si elle avait été soviétique pendant la guerre froide. Voilà, le territoire est quasiment formé en un siècle. 2 cartes peuvent peut-être nous servir de conclusion. On l'a compris, les espaces étaient immenses et ces États-Unis, formés très rapidement, ont su éviter la dilution du territoire et même sa partition. Mais il s'en est fallu de peu. N'oublions pas la guerre de sécession qui a ravagé le pays entre 1861 et 1865. Elle a opposé les États du Sud, les confédérés, qui voulaient faire sécession car favorables au libre-échange et au maintien de l'esclavage comme source de main-d'œuvre, aux États du Nord, dits États de l'Union, favorables au protectionnisme et à l'abolition de l'esclavage. On a évité de peu d'avoir là 2 États-Unis d'Amérique. Regardons pour finir la carte des États américains d'aujourd'hui. Sur Terre, ce sont le plus souvent possible des lignes, des méridiens et des parallèles qui ont été choisis pour frontières entre les États, afin d'augmenter les chances de répartition égale des richesses, du sol et du sous-sol. On a un tracé de frontières selon le principe d'égalité et non selon la nature, le terrain. On voit bien d'ailleurs sur la carte que seuls les grands fleuves et les barrières montagneuses altèrent la géométrie du découpage administratif. Voilà, le territoire est formé, il a fallu en somme le conquérir 2 fois. Il a fallu chasser les Indiens de leurs terres et chasser les Anglais, puis les Français, puis les Espagnols de leurs colonies américaines. C'est bien cela qui élabore la doctrine du président Monroe au début du XIXe siècle, l'Amérique aux Américains. Dans le volet numéro 2, on verra les premières interventions extérieures des États-Unis dans le champ des relations internationales. Dans l'histoire, beaucoup de peuples ont été déplacés, niés, massacrés, mais les Indiens d'Amérique ont en plus la particularité d'avoir ensuite été utilisés, caricaturés et même valorisés. Souvenez-vous, dans les films, les westerns des années 50, ce sont des brutes à cheval, agressifs, sans pitié, mais ils deviennent un peu plus tard des nomades paisibles, victimes du progrès, dans, par exemple, Danse avec les loups. Pour de nombreux Américains, ce furent des sauvages, mais ensuite, ils sont devenus, au fond, les premiers écologistes. Alors voyons avec quelques cartes comment les États-Unis ont éradiqué puis avalé ces Indiens qui les précédaient. Mais d'abord, d'où venaient-ils? Ce sont à l'origine des peuples d'Asie qui ont rejoint l'Amérique par la mer ou par la terre. Soit des populations de pêcheurs qui longeaient les côtes, soit des populations de chasseurs passant le détroit de Bering à pied, qui était à sec lors de la dernière période glaciaire. La date à laquelle cet homme asiatique est apparu dans le Nouveau Monde américain est très imprécise. Les archéologues établissent la datation de leur présence entre moins 40 000 et moins 10 000 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des sociétés organisées et différenciées culturellement étaient présentes en Amérique du Nord et du Sud à partir de 11 000 avant Jésus-Christ. L'Amérique n'a donc jamais été un continent vide, contrairement à ce que pensaient les pères fondateurs, les Pilgrim Fathers, puis ce qu'affirmèrent leurs successeurs, les explorateurs, puis les colons. Voici une carte des principales régions climatiques du continent nord-américain. C'est important, le climat, car la culture de ces Indiens les conduisait à des rapports très étroits avec leur environnement naturel, à une vision très claire de ce qu'un peuple prend à la terre pour vivre et à ce qu'il doit lui donner en retour. Le nord-est est une zone de conifères et de feuillus, de lacs, de torrents, qui s'étend des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la vallée du Mississippi et de la baie de Chesapeake. La dureté des hivers ne permet pas l'agriculture. Les tribus vivant là pêchent, cueillent, chassent. Ce sont les Nipissing, les Algonquins, les Iroquois, les Hurons, les Micmacs, qui nomadisaient en canoë d'écorce sur les lacs, déplaçant leurs wigwams coniques faits de branches et d'écorce. Eh bien, ce sont évidemment ces tribus du Nord-Est qui se trouvèrent face aux premiers immigrants venant d'Angleterre ou de France, en particulier des trappeurs pratiquant la traite des fourrures. Plus au sud des Grands Lacs vivaient les Ottawa, les Illinois, les Shawnees. Là, la terre est plus riche, on cultive le maïs, la courge, les haricots. Au sud-est, une zone plus arrosée, beaucoup de marais et de mangroves, la faune est variée et les sols fertiles. Les Indiens deviennent là agriculteurs sédentaires
ils obtiennent même 2 récoltes par an de maïs et de tournesol. Ceux de la côte faisaient pousser des bananes, de la canne à sucre, du tabac qu'ils fumaient. Ce sont les Séminoles, les Choctaws, les Natchez, les Cherokees, les Chickasaws. La partie centrale du pays est formée de plaines et de prairies. Là, d'énormes troupeaux de bisons se déplaçaient librement, sans obstacle naturel, se multipliaient car vivaient sans prédateurs. Ainsi, les Indiens des plaines, les Sioux, les Blackfoot, les Cheyennes, les Pawnees, les Comanches, vivaient par le bison. La viande pour manger, la fourrure pour s'habiller, la peau pour la maison. Au sud-ouest, la pluie est rare, les terres sont arides. C'est une région de plaines sèches, de canyons. Là vivaient les Hopis, les Navajos, les Pueblos, les Apaches du sud. Ce sont des tribus d'agriculteurs sédentaires qui cultivent le maïs, le coton, tissé et teinté par les femmes Hopis. Ils chassaient le petit gibier, se déplaçaient peu, vivant dans des maisons de terre que l'on peut encore voir aujourd'hui au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Alors on le voit sur les cartes, cet immense continent renferme une grande diversité climatique qui induit des modes de vie économiques et culturels très différenciés entre tribus, mais avec un point commun entre elles, elles n'occupent pas leur territoire en permanence. Eh bien, pour les vagues successives de pionniers et puis de colons, c'est peut-être cela qui a rendu légitime le fait de s'approprier les terres de ceux qui ne les cultivent pas en permanence. C'est l'opposition classique entre le sédentaire et le nomade, celui pour qui le travail est une valeur, à l'opposé de celui pour qui c'est un besoin. Voici la limite approximative des territoires des principales tribus indiennes. La dépossession va se faire progressivement, mais totalement, en 200 ans environ. En 1830, soit moins de 60 ans après l'indépendance américaine, le président des États-Unis, Andrew Jackson, fait voter par le Congrès le Indian Removal Bill. C'est une loi autorisant le déplacement vers l'ouest du Mississippi des tribus indiennes situées à l'est. Ainsi furent déportés à marche forcée des dizaines de milliers d'Indiens, provoquant des milliers de morts, notamment dans la tribu des Cherokees. L'expression « piste des larmes » vient de cette déportation. Ces terres indiennes ne cesseront d'être violées à mesure de la progression des colons vers l'ouest, à mesure de la progression du cheval d'acier, c'est-à-dire le chemin de fer. Si on superpose une carte de la progression des lignes de chemin de fer, on comprend que le train est l'un des instruments de la dépossession. Les lignes du chemin de fer partent naturellement de l'est des États-Unis, avancent vers le centre, arrivent à l'ouest, progressant dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le premier chemin de fer transcontinental est achevé en 1869. Les équipes de construction du train sont ravitaillées par la viande fournie par les massacreurs de bisons, comme Buffalo Bill. Par exemple, le Kansas Pacific organise à partir de 1868 des traversées pour tirer sur les bisons depuis les wagons du train aménagés à cet effet. Les bêtes sont laissées au sol, au mieux mortes, au pire blessées. Sachez qu'entre 1800 et 1890, le nombre de bisons en Amérique passe de 75 millions de têtes à 800. Massacrer le bison, c'est chasser les Indiens des plaines. C'est leur supprimer leur principale ressource. Et l'avancée des Américains vers l'ouest va peu à peu faire disparaître les Indiens de ces terres. En 200 ans, ils ont été expropriés, confinés dans des réserves, puis acculturés, christianisés, décimés par les maladies ou par l'alcool. On comptait entre 1 et 12 millions d'Indiens avant l'arrivée des Blancs. Eh bien, au moment du massacre final de Wounded Knee Creek de 1890, ils sont 250 000, selon le recensement de 1896. Voici maintenant une carte montrant les réserves actuelles au XXIe siècle. Elle n'est pas précise, car beaucoup d'Indiens vivent en ville, et la mixité s'est largement développée depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Car dans le cas des Indiens, on ne peut parler seulement des survivances du passé, comme lorsque je vous parle des Incas. Non, les Indiens d'Amérique ont conservé une culture qui les inscrit partiellement dans le monde moderne, des qualités d'adaptation qui leur ont permis de survivre au génocide. Alors comment les appeler à propos ces hommes, ces peuples? Eh bien, Indiens, bien sûr. Sauf que le mot indien est dû au fait que Christophe Colomb s'est trompé de direction.
En débarquant en décembre 1492 dans la Caraïbe, ils pensaient avoir atteint le passage vers les Indes par l'ouest, alors qu'ils découvraient, par erreur, l'Amérique, d'où ce nom d'Indien. Première méprise. Et puis de toute façon, d'autres Européens avaient déjà découvert l'Amérique avant lui, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, beaucoup de noms d'Indiens nous sont connus parce que, après tout, ils ont été donnés par les Blancs arrivés plus tard, et ceci en fonction de caractéristiques physiques et d'observations sommaires. Nez percé, pieds noirs et bien sûr peau rouge. Et puis on peut s'amuser en rappelant qu'avec le politiquement correct, ils furent ensuite nommés Amérindiens, Native People, et aujourd'hui on dit First Nations. Or, cette façon de nommer n'est pas anecdotique. Elle touche évidemment à l'identité. Songez que l'État de l'Utah ne leur a accordé le droit de vote qu'en 1956. Les Indiens sont aujourd'hui 2 200 000 aux États-Unis. Leur démographie est à nouveau en hausse. Ils ont montré depuis la deuxième moitié du XXe siècle une grande capacité de résistance politique, économique, artistique. En fait, les Américains ont beaucoup perdu en ne préservant pas ces premiers hommes. Ils se sont souvent contentés de les récupérer, de les utiliser. Dakota, c'est un avion de chez Douglas. Cherokee, c'est une 4x4 de General Motors ou Ford, je ne me souviens plus. Tomahawk ou Apache, ce sont des missiles. Pontiac, c'est une voiture. Et Pocahontas, un film de Disney. Alors, les tribus touchent-elles des royalties ? En 1803, il y a donc tout juste 200 ans, la France vendait la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi cette vente ? Quels étaient les enjeux, les calculs de chacun de ces deux États ? Alors essayons de repérer le dessous des cartes de cette transaction dans ce petit exercice de géopolitique historique. Voici une carte de la Louisiane établie en 1803. La Louisiane est limitée au nord par les possessions britanniques d'Amérique du Nord, à l'ouest par les possessions espagnoles et à l'est par le fleuve Mississippi, qui forme frontière avec les États-Unis, et puis au sud, la Floride espagnole. La Louisiane est un territoire immense, environ 2 millions de kilomètres carrés, sauf qu'on n'en connaît pas bien les contours. Elle a quelques 35 000 habitants, y compris les esclaves, dont environ 10 000 dans le seul port de la Nouvelle-Orléans. Ce fleuve Mississippi, pour la jeune nation américaine, qui est indépendante de la couronne britannique depuis 8 ans, représente un enjeu majeur pour échanger les céréales, le tabac, le sucre, produits par les nouveaux États de l'Ohio, du Kentucky et du Tennessee, qui sont tous en plein développement. Les États-Unis souhaitent donc contrôler la navigation sur le fleuve et surtout son delta avec ce port de la Nouvelle-Orléans qui ouvre sur le golfe du Mexique. Donc les États-Unis vont chercher à négocier avec la France, alors souveraine, sur la Louisiane. Maintenant, traversons l'Atlantique pour comprendre la situation en Europe. En ce tout début XIXe siècle, on est encore dans les soubresauts de la Révolution française. En France, Napoléon est premier consul. Il est à la tête d'une France qui comprend la Belgique, la rive gauche du Rhin et des républiques sœurs établies en Hollande, en Suisse, en Italie. Cela forme donc des États tampons placés face aux ennemis prussiens, autrichiens et anglais de la France. Ainsi, elle se perçoit en sécurité sur le continent, d'autant qu'au sud, l'Espagne est devenue une alliée depuis le traité de Bâle de 1795. Bonaparte va donc tenter de mener une politique d'expansion outre-mer pour contrer l'ennemi britannique. Mais les Anglais ont une totale maîtrise des mers. Napoléon en a fait l'expérience en Égypte à Aboukir en 1798 avec la destruction de la flotte française par Nelson. Donc la France ne peut plus envisager une politique d'expansion vers les Indes, vers l'Est. C'est donc du côté des Amériques, vers l'Ouest, que pourrait s'élargir l'empire colonial de la France avec au moins 2 objectifs. Être présent sur un continent dominé par l'Espagne et la Grande-Bretagne, et puis tirer profit du coton, de l'indigo, du tabac, qui sont absents en métropole. En 1800, les possessions françaises en Amérique se limitent seulement aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, à la Guyane, et aux îles des Antilles, Tobago, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique. La Louisiane
Elle était devenue possession française en 1682 grâce aux Français, cavaliers de la Salle. D'ailleurs, ce nom de Louisiane avait été donné en l'honneur de Louis XIV. Et elle est ensuite cédée à l'Espagne en 1762. Napoléon Ier va donc chercher à la récupérer en négociant avec Madrid. En octobre 1800, à San Ildefonso, les deux pays négocient en secret un échange de territoire. La Louisiane retourne à la souveraineté française et l'Espagne obtient de Paris le royaume d'Étrurie en Italie, c'est-à-dire l'actuelle Toscane. Bien, après la diplomatie, la sécurité qui est nécessaire pour pouvoir reprendre possession de la Louisiane. Il y a une rébellion à Saint-Domingue qui est conduite contre la France par Toussaint Louverture. Cette colonie, sur la partie ouest de l'île d'Haïti, est prospère. Elle assure 85% de la production mondiale de sucre d'alors. Et elle forme comme une tête de pont pour toute opération militaire afin de reconquérir la Louisiane. Napoléon envoie des soldats sous les ordres du général Leclerc et cette opération de reconquête de Saint-Domingue est un échec. Les soldats français sont vaincus par la guérilla et par la fièvre jaune. Eh bien, c'est sans doute ce qui va faire basculer la décision. Pour Paris, ce projet de reconquête de la Louisiane est de moins en moins réaliste. Napoléon est conscient que sans Saint-Domingue, une Louisiane française serait mal défendue et deviendrait une proie pour la marine de guerre anglaise. Or, il faut absolument éviter que la Louisiane ne tombe aux mains de l'ennemi anglais. Et puis, Napoléon préfigure peut-être la géopolitique des États-Unis. Il comprend à quel point la Nouvelle-Orléans est un endroit sensible pour les Américains, eux qui commencent à s'inquiéter des projets français depuis qu'ils ont eu vent du traité secret de rétrocession de la Louisiane à la France. Donc, pour les Américains, il y a un choix à faire. Soit prendre la Louisiane par la force et donc faire la guerre à la France, soit acheter la Nouvelle-Orléans. Entre le traité de 1800 qui rétrocédait la Louisiane espagnole à la France et l'année 1803 qui voit la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, Napoléon a totalement changé de position. Il ne veut pas prendre le risque de se retrouver en guerre avec les États-Unis, alors que la menace reste la Grande-Bretagne. Donc les négociations vont pouvoir commencer entre les deux pays. Les États-Unis sont convaincus que la France ne voudra pas vendre la totalité de la Louisiane. Ils envoient donc à Paris deux négociateurs qui ont pour mandat d'acheter pour 2 millions de dollars de l'époque la Louisiane jusqu'au fleuve Arkansas, y compris le port de la Nouvelle-Orléans. Sauf qu'une fois à Paris, les négociateurs américains, qui s'appellent Livingston et Monroe, sont face à l'offre française faite par le ministre Barbé-Marbois, qui négocie pour Talleyrand, de vendre toute la Louisiane française pour 15 millions de dollars. Bonaparte n'a plus besoin de la Louisiane, mais il a besoin d'argent pour financer la guerre contre l'Angleterre. La transaction est conclue dans un hôtel parisien le 30 avril 1803. Les Américains sont satisfaits, mais cette énorme acquisition de territoire inquiète en même temps. Ces territoires à l'ouest du Mississippi sont immenses, désertiques, dénués d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dislocation pour les États-Unis ? Implanter des colons en Louisiane, cela peut affaiblir les États américains de l'Est. Et puis, comment acquérir légalement le terrain des Indiens qui l'occupent ? Et puis, quelles sont exactement les frontières de la Louisiane ? Les cartes d'alors ne sont pas précises. Où passe la frontière avec la Floride, restée espagnole ? Et à l'ouest, la Louisiane englobe-t-elle le Texas espagnol ? Atteint-elle le Pacifique comme le prétend la France ? Ou bien est-ce qu'elle s'arrête aux montagnes rocheuses ? En fait, en 1803, l'Ouest américain est une terra incognita. C'est justement avec la conquête de l'Ouest que les États-Unis vont pouvoir mesurer l'ampleur du territoire qu'ils viennent d'acheter à la France, notamment grâce à l'expédition de Lewis et Clark envoyée par le président Jefferson et qui atteindra le Pacifique en 1805. Alors si on regarde une carte des États-Unis d'aujourd'hui, on voit bien que ce territoire doublait la superficie des États-Unis en 1803. Ce territoire forme aujourd'hui 13 États, l'actuelle Louisiane n'étant qu'une toute petite partie de cet immense territoire. En fait, les Américains n'avaient aucune idée de l'étendue ni des richesses du territoire qu'ils achetaient. Cet achat était un véritable pari.
On a souvent dit que la Louisiane avait été vendue pour un prix dérisoire, moins de 7 $ le kilomètre carré. Eh bien, en fait, à cette époque, les 15 millions de dollars demandés par la France étaient un montant très important pour les États-Unis, qui ont dû emprunter 70% du montant de la somme à 6% d'intérêt. En 1968, l'État de la Louisiane est devenu un État officiellement bilingue et les francophones sont au nombre aujourd'hui de 250 000 locuteurs en tant que langue au foyer. Alors Napoléon ne s'était pas trompé en déclarant après cette vente, je cite, « Cette cession de territoire affermit pour toujours la puissance des États-Unis et je viens de donner à l'Angleterre une rivale maritime qui tôt ou tard abaissera son orgueil. » Fin de citation. Alors en fait, orgueilleux comme nous le sommes, nous les Français, nous pourrions presque croire que c'est bien la France qui a aidé les États-Unis à devenir une grande puissance. Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre aux constantes de la politique étrangère américaine. Je vous ai d'abord raconté comment avait été formé le territoire américain. Aujourd'hui, je vais partir à la recherche des logiques d'intervention extérieure américaine. Suprématie stratégique, défense des valeurs démocratiques, du moins dans le discours, intérêts commerciaux. Eh bien, allons voir les cartes. L'une des premières interventions américaines loin du territoire est de type commercial. Elle consiste à envoyer, en 1853, un navire de guerre le long des côtes japonaises pour contraindre Tokyo à ouvrir ses ports au commerce international. Alors voilà qui exprime une volonté américaine de commercer librement avec le Japon et la Chine, mais aussi celle d'un pays qui passe d'une vision continentale à une vision maritime. Les interventions qui vont suivre aux îles Johnston en 1858, au Midway en 1867, aux Samoa en 1878, à Hawaï en 1898, ne sont pas nécessairement de type militaire. Elles peuvent consister à s'assurer par des influences politiques ou simplement des traités bilatéraux l'accès à des escales qui fournissent du charbon aux navires américains. Alors cette date de 1898 est une date charnière. C'est celle de la dernière guerre des Américains contre une puissance européenne. Et l'Espagne, vaincue, cède aux États-Unis la souveraineté qu'elle détenait sur les Philippines et l'île de Guam, dans le Pacifique, sur Porto Rico et Cuba, dans les Caraïbes. Alors il y a, après cette victoire sur l'Espagne, une réflexion au Congrès américain sur le sens et le statut à donner à ces territoires conquis. Chaque individu, dès qu'il vit sous le drapeau américain, doit avoir les droits garantis par la Constitution. Sauf qu'à Cuba et à Porto Rico, les populations sont alors perçues comme non assimilables. Donc, les États-Unis deviennent, eux aussi, une puissance coloniale. Cela dit, les interventions peuvent avoir d'autres logiques. Par exemple, lorsque les États-Unis aident en 1903 la création d'un État panaméen indépendant de la Grande Colombie, le mobile est autre. Dès l'indépendance acquise, Washington obtient la cession à perpétuité d'une zone de 16 km de large autour de ce qui deviendra le canal de Panama. L'isthme inauguré en 1914 ouvre une voie commerciale majeure pour le commerce entre les deux côtes américaines. Alors avec le changement de siècle vient sans doute un changement problématique. La première dimension vraiment internationale qu'acquièrent les États-Unis est liée à la Première Guerre mondiale. Malgré les promesses de neutralité du président Wilson, deux facteurs entraînent le Congrès américain dans le conflit en Europe. Soutenir le Royaume-Uni, les intérêts commerciaux et financiers américains sont très importants dans ce pays, et puis la décision allemande de couler tout navire allié croisant au large des côtes anglaises, une menace qui est prise très au sérieux avec le torpillage du paquebot Lusitania, à bord duquel se trouvaient des centaines d'Américains. Alors le Congrès déclare la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis mobilisent 4 millions d'hommes, en envoient la moitié en Europe sous les ordres du général Pershing et en perdent quelques 100 000. Cette intervention implique définitivement les États-Unis dans les affaires internationales. Ils se veulent les défenseurs des idées démocratiques, l'industrie américaine sort renforcée par l'effort de guerre, et les États-Unis deviennent, après 1919, les premiers créanciers au monde. Sauf qu'aux élections
de 1920, les électeurs américains expriment des choix nettement isolationnistes, d'où l'absence américaine de la Société des Nations. Tout cela, évidemment, est paradoxal. Maintenant, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la deuxième grande intervention des États-Unis sur la scène internationale. C'est vers 1937 que le Congrès américain perçoit la montée des périls, notamment avec Hitler à la chancellerie et la montée de l'antisémitisme, mais aussi avec les invasions de la Corée et de la Chine du Nord par le Japon impérial et cette volonté de fonder une zone de coprospérité dans la région Asie-Pacifique. Rappelons que Washington avait imposé au Japon un embargo sur l'acier et le pétrole, auquel Tokyo répond par l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, cette attaque faisant elle-même entrer les États-Unis dans la guerre. Le Japon, l'Allemagne, dans les buts de guerre définis en 1941 entre Churchill et Roosevelt, sont désignés comme les pays de l'Axe qu'il faut absolument vaincre. Aux États-Unis, la mobilisation est générale, 12 millions de mobilisés, les 2 tiers formant l'arrière, l'autre tiers au combat, dans le Pacifique et sur le front européen, avec des débarquements en Sicile, en Provence, en Algérie, en Normandie. Le calcul américain était d'empêcher l'avènement d'une grande puissance maritime en Asie, c'est-à-dire le Japon, et en Europe d'une grande puissance non démocratique, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. 300 000 Américains y laissent la vie pour notamment la démocratie en Europe, rappelons-le tout de même. Or, à la victoire de 1945, les États-Unis se retrouvent face à ce qu'ils avaient combattu, une puissance continentale non démocratique, c'est-à-dire l'Union soviétique. La guerre froide entre Washington et Moscou est longue, 1947-1991. Le monde est alors divisé en 2 blocs, stratégiques, idéologiques et économiques. Les interventions américaines sont indirectes, car si l'on se fait la guerre, ce n'est pas frontalement, mais par alliés interposés. À Berlin, lors du blocus de 1948, en Corée, entre 1950 et 1953, à Cuba, lors de la crise des missiles de 1962, au Vietnam, entre 1961 et 1973, en Amérique latine, pour empêcher toute implantation ou survie de tout régime socialiste. Au Chili, le soutien au coup d'État du général Pinochet contre Allende en septembre 1973. Au Nicaragua, soutien aux Contras, qui menaient une guérilla contre le gouvernement sandiniste dans les années 80. En Afrique, Somalie, Éthiopie, soutien à Savimbi en Angola, au régime d'apartheid de Pretoria en Afrique du Sud. Et enfin, soutien à la résistance afghane pour contrer l'invasion soviétique de 1979 en Afghanistan. Bien, alors de cette longue période, retenons peut-être 3 données. Tout est lu en fonction de l'anticommunisme, ce qui conduit à de profondes erreurs d'analyse et de perspective. D'ailleurs, on est bien placé aujourd'hui pour le savoir. Les stratégies furent certes indirectes, mais les interventions en Corée et au Vietnam coûtent respectivement la vie à près de 30 000 et 60 000 Américains. Troisièmement, le régime économique de la libre entreprise l'emporte largement sur l'économie planifiée. Et puis les États-Unis se lancent en même temps dans la conquête spatiale, ce qui leur donne non seulement la possibilité d'intervenir sur la Lune, mais de prendre beaucoup d'avance dans le domaine des lanceurs, des satellites et de la militarisation de l'espace par la guerre des étoiles, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le bouclier antimissile. Alors la fin de l'Union soviétique indique la fin d'une certaine menace, donc la fin de certains types d'interventions. La guerre du Golfe de 1990-91, c'est-à-dire l'intervention de la coalition arabo-occidentale contre l'Irak, conduite par Washington, n'est plus liée à la guerre froide, mais au franchissement de frontières d'un pays par un autre et aux 9% de réserve mondiale de pétrole détenues par le Koweït. L'intervention liée à la Somalie en 1992 est incompréhensible. Elle ne rentre dans aucun schéma, aucune des logiques proposées ici. On est en plein dans la confusion militaire-humanitaire et l'intervention ne sert à rien, à personne. Les États-Unis rêvent et parlent du nouvel ordre mondial et échouent en Somalie.
La preuve d'ailleurs, au même moment, les États-Unis ne souhaitent pas intervenir ni en Bosnie, ni au Kosovo, et n'enverront que des avions, venant d'ailleurs fort tardivement de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Les intérêts, là, n'étaient pas clairement identifiés pendant la présidence démocrate de Clinton. Or, on était là, au cœur même d'enjeux démocratiques. Les États-Unis sont un pays jeune, très jeune, 250 ans. Et ce pays, dont je viens de résumer les mobiles des interventions extérieures, a eu au fond la chance de ne connaître sur son sol que, disons, 4 fois la guerre. La guerre d'indépendance, fin XVIIIe siècle, la destruction de Washington par les Anglais en 1814, la guerre de sécession qui était une guerre civile, et puis ce 11 septembre 2001, lors d'une attaque ressentie par les Américains comme un acte de guerre, car sur leur sol même, à New York. Bien, donc, intérêts commerciaux, suprématie stratégique, lutte pour les valeurs démocratiques, souvent vue d'ailleurs comme la lutte du bien contre le mal. Est-ce que ces grands mobiles d'intervention au XXe siècle trouvent toujours leur cohérence au XXIe siècle? Alors, dans un dernier épisode, je tenterai de cartographier la vision américaine du monde post-11 septembre. Voici le troisième volet que le dessous des cartes consacre à la politique étrangère américaine. Le premier volet portait sur la formation du territoire américain, soit le XIXe siècle. Le second volet sur la logique des interventions extérieures, nous étions au XXe siècle. Eh bien, dans ce troisième numéro, nous allons tenter de comprendre si l'attaque du 11 septembre a changé les axes de la politique étrangère américaine. Cette fois, nous sommes donc au XXIe siècle. Voici une carte des États-Unis. C'est un pays de 9,5 millions de km², qui a 285 millions d'habitants. C'est un pays très jeune. Il est indépendant de la couronne d'Angleterre depuis environ 200 ans. Mais c'est aussi un pays très protégé, puisqu'il a eu la chance de ne connaître que 4 fois la guerre sur son sol. Guerre contre les Anglais, lorsque les 13 colonies fondatrices déclarent leur indépendance en 1776. Destruction de Washington par l'armée britannique en 1814. La guerre de sécession de 1861 à 65, qui opposait les États fédérés du Nord aux États esclavagistes du Sud. C'était une guerre civile. Et puis enfin, le 11 septembre 2001. D'où cette perception nouvelle des citoyens américains, celle d'être attaqués et celle d'être vulnérables. Passons à une échelle mondiale. Pour répondre à une attaque, il faut identifier l'agresseur, puis le localiser. Or, si l'on regarde une carte du monde post-11 septembre, on se trouve devant un cas de figure où l'ennemi n'est pas localisable. Ses positions ne sont pas cartographiables. Ici, l'ennemi n'est pas un État, encore moins une armée. On est dans un schéma stratégique assez nouveau, celui d'une guerre déterritorialisée, où l'ennemi n'a pas de territoire, ou bien plusieurs. En somme, la nouveauté, c'est que la géographie ne sert plus à faire la guerre. Nous sommes là face à un réseau de terroristes, se disant de mouvance islamiste, et qui légitiment ces actions au nom d'une guerre sainte anti-occidentale. On doit donc clairement distinguer le terrorisme d'Al-Qaïda des mouvements palestiniens ou tchétchènes, car leurs actions ne visent pas les intérêts occidentaux en général, mais ceux de leurs ennemis, israéliens pour les premiers, russes pour les seconds, dans le cadre de conflits d'identité et de territoire, juridiquement circonscrits et négociables. Les attentats d'Al-Qaïda se sont portés à New York et à Washington, donc le 11 septembre 2001, déjà sur le World Trade Center en 1993, au Kenya, en Tanzanie, au Yémen, en Tunisie, au Pakistan, sur un pétrolier français au large du Yémen, à Bali, plus tous les attentats déjoués à l'avance que l'on ne connaît pas. Dès lors, quelle réponse? Sur quel champ de bataille? Puisqu'il n'y a ni champ, ni bataille, ni négociation. Tentons de cerner la stratégie américaine. Elle est faite d'attaque et de défense, c'est-à-dire d'interventionnisme et d'isolationnisme, ce qui est somme toute assez classique dans la politique américaine. D'abord l'interventionnisme. La première réponse au 11 septembre porte la guerre en Afghanistan, là où se trouve l'agresseur présumé, un Saoudien
nommé Oussama Ben Laden, bien connu de la CIA, qui l'a formé dans les années 80 à se battre contre les soviétiques. Alors si l'opération en Afghanistan est politiquement un succès, avec la chute du régime taliban et l'installation d'un régime ami à Kaboul, il est en revanche très moyen sur le plan militaire, puisque ni le Mollah Omar ni Ben Laden n'ont été retrouvés. Ensuite, identification des menaces potentielles. Les États-Unis ont déclaré qu'il existait dans le monde un axe du mal constitué par la Corée du Nord, l'Iran, l'Irak. On note d'ailleurs que le Pakistan n'est jamais nommé. Et ces pays auraient des moyens de destruction massifs, nucléaires, chimiques, bactériologiques, avec des intentions politiques belliqueuses. Mais contrairement à l'empire du mal dont parlait le président Reagan à propos de l'Union soviétique, et contrairement à l'axe formé pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon militariste, les pays de l'axe du mal n'ont pas de coordination stratégique ni d'objectifs convergents. Ils ne forment pas de coalition organisée, contrairement à ce qu'induit le terme d'axe que le président Bush n'a pas choisi évidemment par hasard. Alors pour répondre à ce risque d'attaque nucléaire ou chimique, les États-Unis tentent de réaliser le vieux rêve de l'invulnérabilité. Pour cela, ils construisent un bouclier antimissile qui couple détecteurs et intercepteurs de missiles qui, d'ici 2015, devrait être positionné en Nouvelle-Angleterre, à Cape Cod, dans le Dakota du Nord, en Alaska, à Fort Greely et à Shemya, à Beale, en Californie, à Hawaï, à Thule Air Base, au Groenland, à Flying Dell, en Angleterre, et en Corée du Sud. Ce bouclier est la suite technologique et politique de la guerre des étoiles, lancée dans les années 80. Il s'agit d'intercepter en vol les missiles lancés vers le territoire américain et vers ce territoire uniquement. C'est la deuxième caractéristique de la politique étrangère américaine, l'isolationnisme. Mais on touche là à certaines limites de la stratégie américaine. Face aux armes blanches et aux sacrifices des kamikazes, le bouclier antimissile est de peu d'utilité. Autrement dit, il n'existe pas de solution technologique ou militaire aux violences et aux recherches d'identité. Il faut, pour y répondre, analyser leurs origines, leurs mécanismes, leurs moteurs. Certains sont financiers, d'autres politiques et parfois même psychologiques. Prenons l'exemple évident du Proche-Orient. On connaît l'impasse de la situation entre Israéliens et Palestiniens, et chacun sait bien au fond que si cette configuration géopolitique est laissée en l'état, on n'aura pas traité les racines des frustrations, donc des agressions potentielles. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et pourtant, on observe que les démocrates américains s'attaquent plus volontiers aux causes qu'aux seuls effets, tout en restant parfaitement fidèles à leurs alliés de l'État hébreu. C'est sous la présidence démocrate de Carter que sont signés les accords de paix entre Israël et l'Égypte. C'est sous la présidence démocrate de Clinton que sont signés les accords d'Oslo et le traité de paix israélo-jordanien. À l'échelle mondiale maintenant, ce 11 septembre tout de même achève de faire basculer l'adversaire soviétique d'hier en allié russe d'aujourd'hui. Les États-Unis ont besoin de ce nouvel allié énergétique. Ils ont besoin du silence russe sur la présence américaine en Asie centrale ou sur l'élargissement de l'OTAN. Cela vaut silence américain sur la barbarie russe en Tchétchénie. Ce redéploiement énergétique américain s'explique aussi par la position pour le moins ambivalente des dirigeants saoudiens sur le plan politique, mais aussi sur le potentiel de pétrole détenu par l'Irak. Alors pour conclure sur une carte, lorsque l'on constate où se trouvent les zones sensibles à l'échelle du monde, il y a un paradoxe que je voudrais souligner. Les Balkans, le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et même le continent africain qui demeure fragile, eh bien, on voit que c'est l'Europe qui se trouve à proximité de ces zones fragiles. Or, depuis 1990, la part du produit intérieur brut consacrée à la défense par les pays de l'Union européenne a baissé de près de 25% selon les pays.
L'écart entre ces deux grandes puissances, États-Unis et Europe, va sur les questions de défense en s'accroissant. Le budget de la défense américain ne va pas cesser d'augmenter d'ici 2007. Et il faut savoir que près de 40% des dépenses de défense dans le monde sont opérées par les États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit pas du tout de s'en réjouir, mais de souligner que c'est tout à fait insuffisant de critiquer systématiquement l'interventionnisme des États-Unis, tant que nous, Européens, refusons de tenir notre rôle de stabilisateur politique à l'extérieur de nos frontières. Alors, si je me résume, isolationnisme, interventionnisme, suprématie stratégique, et puis un unilatéralisme assez net qui se décline par notamment le refus de signer le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, de contrôler les investissements dans les paradis fiscaux, pourtant cet argent est le nerf du terrorisme, de limiter les émissions de CO2, c'est le protocole de Kyoto, de ne pas permettre la création d'une cour pénale internationale, de ne pas respecter les conventions de Genève dans la prison de Guantanamo. Je pourrais ainsi allonger la liste. Tout cela sans doute parce qu'il y a amalgame entre sécurité américaine et sécurité internationale. Cette conception stratégique consiste à repolariser le monde. Il y a ceux qui coopèrent avec les États-Unis dans leur lutte contre le terrorisme et les autres. Il n'y a pas de voie médiane, car il y a, pour les États-Unis, strictement rien à comprendre face à de tels actes. Alors, deux idées pour conclure, pour réfléchir. Cette exaltation de la dimension religieuse et morale, choc des cultures plutôt que choc des idées, est une idée ancienne, elle est fausse, mais elle tire sa force de sa simplicité. Ce non-sens intellectuel devient une réalité historique, le faux devient le vrai. Et puis, deuxièmement, nous n'avons pas de leçons à donner et ce n'est pas le moment de se tromper d'adversaire. Les États-Unis savent bien que la prolifération de la criminalité, la pauvreté de masse, le réchauffement climatique, tout cela, ce sont autant de dangers que la posture unilatérale ne permet pas de résoudre, et encore moins l'outil militaire. Mais il faut sans cesse expliquer, et nous ne devons pas laisser les Américains seuls. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une impasse, d'un modèle de développement économique réussi, mais qui a gagé cette réussite sur des ressources acquises en modifiant radicalement l'ordre naturel. Je vais vous parler de la 6e économie mondiale, mais qui est désormais face à une équation géographique dépassée. Alors de quoi s'agit-il ? Voici une carte des États-Unis. Il y a 51 États, y compris l'Alaska et Hawaï dans le Pacifique, et le plus peuplé de ces États, c'est la Californie, 35 millions d'habitants. C'est un État multiethnique. Les Blancs aux États-Unis, on dit Caucasian, représentent 49% de la population, ce qui est beaucoup moins que la moyenne nationale, qui est 69%. Les Latinos sont 31%. Les Noirs aux États-Unis, on dit Afro-Américains, ils sont 12%. Les Asiatiques, 8%. Entre 1980 et 2000, la population de cet État s'est accrue de près de 10 millions de personnes. La Californie est l'État américain le plus ouvert à l'immigration. En 2002, 1 million d'immigrants arrivent légalement aux États-Unis. Eh bien, la Californie en accueille à elle seule 30%. Elle accueille la moitié des Mexicains, la moitié des Vietnamiens, des Philippins. Los Angeles, au fond, est un petit peu devenue la nouvelle Ellis Island des États-Unis. La Californie est aussi le premier État américain par la puissance économique. Elle contribue à 14% du produit intérieur brut américain. Au fond, si elle faisait sécession, la Californie serait la 6e ou 5e puissance économique mondiale, proche du Canada ou de la France. Alors pourquoi une telle attractivité ? C'est un État sur 1200 km de longueur, capitale Sacramento, logé entre la Sierra Nevada et l'océan Pacifique, avec pour voisins le Mexique, l'État de l'Oregon, le Nevada, l'Arizona. La forte activité économique attire évidemment l'immigration, mais elle est aussi portée par elle. Historiquement, les coulis chinois au XIXe siècle, les fermiers du Middle West ruinés par la crise de 29, que décrit Steinbeck dans Les raisins de la colère, les Mexicains et maintenant les Latinos et les Asiatiques. Alors quelle est l'activité économique dans cet État ? Eh bien, on trouve les secteurs industriels, agricoles et les services. La Californie est une grande destination touristique. On y trouve le désert de la Death Valley,
le parc naturel du Yosemite, l'industrie du cinéma, Hollywood et Beverly Hills, les médias, l'informatique de pointe dans la Silicon Valley, c'est là que sont nés Apple, Hewlett-Packard, les industries de biotechnologie. Il y a aussi, deuxième secteur, Douglas, Hughes Electronics, Rockwell, dans ce complexe militaro-industriel et aérospatial américain qui s'était rétracté pendant les années 90, les commandes de l'État étant passées de 54 à 41%, mais qui a retrouvé de son dynamisme avec les commandes du Pentagone pour les guerres en Afghanistan et en Irak. Un cinquième de toutes les dépenses fédérales et privées en recherche-développement vont à la Californie, qui s'appuie sur un système universitaire d'excellence. On connaît de réputation au moins Berkeley et Stanford University. Et enfin, dans l'agriculture, aucun autre État américain ne produit autant en valeur. Fruits et légumes, les vins californiens de la Napa et Sonoma Valley, le coton, la luzerne, les élevages stabulés, les fameux feedlots qui sont de véritables usines à viande, une grande part de ces productions étant d'ailleurs exportées. Ce qui est d'ailleurs rendu aisé par le fait que les plus grands ports américains sont californiens. Los Angeles, Long Beach. Il faut bien comprendre cette situation de la Californie en position d'interface entre les États-Unis et les mondes latino-américains et Asie-Pacifique. C'est d'ailleurs là l'une des explications de sa position tout à fait éminente aux États-Unis. Los Angeles est le premier port des États-Unis. Il a dépassé New York de 3 fois par le tonnage. Los Angeles est aussi la 3e porte d'entrée aérienne du pays, après Atlanta et Chicago. On connaît les 2 principales villes de l'État, la conurbation formée par les agglomérations de Los Angeles qui compte 17 millions d'habitants et celle autour de la baie de San Francisco qui regroupe, elle, près de 8 millions d'habitants. Voilà donc, résumé, l'expression du rêve américain. En somme, un tableau idéal. Or, cette équation économique idéale ne tient plus, car l'équation géographique ne tient plus. Il faut savoir que ce développement s'est fondé depuis environ 100 ans sur un bouleversement radical de l'ordre naturel. Alors de quoi s'agit-il? Si maintenant on regarde l'envers de ce décor, pour faire fonctionner ville, industrie, agriculture, il a fallu aller chercher de l'eau très tôt et très loin. Les fleuves venant de la Sierra Nevada, on voit ici Sacramento et la San Joaquin, ont été captés pour irriguer les terres du Central Valley Project, pendant que les villes de la côte, Los Angeles, San Diego, San Francisco, rachetaient peu à peu les droits d'eau détenus par les fermiers et les éleveurs. Le lac Owens a été littéralement asséché au profit des habitants de Los Angeles. La superbe vallée de la Hetchy River a été noyée en 1923 par un barrage permettant d'alimenter San Francisco. Maintenant, voici le fleuve Colorado. Il trace la frontière entre Californie et Arizona, et la clé de la maîtrise du fleuve, c'est le barrage Hoover, construit en 1930, qui a permis d'amener l'eau aux Imperial et Coachella Valleys pour les exploitants des déserts du sud californien. Un canal de plus de 250 km de long, construit dans les années 40, amène l'eau du Colorado jusqu'à Los Angeles. Mais cela n'a pas été suffisant. Dans les années 60, l'État californien a construit le California Aqueduct, qui permet le transfert des eaux du nord de la Californie jusqu'au sud. C'est un véritable fleuve artificiel qui passe par pompage au-dessus des montagnes pour arriver au nord de Los Angeles, soit 700 km de long. Au fond, c'est un petit peu comme si on transférait une partie de la Seine depuis Paris jusqu'au Languedoc en passant par-dessus le Massif central. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 20 millions de Californiens dépendent de ressources hydrauliques extérieures. Les capacités de croissance futures sont gagées d'abord sur de grosses habitudes de consommation pour les villes, mais ce sont les agriculteurs qui utilisent 80% des ressources. Ensuite, sur des ressources situées derrière les grands barrages du Colorado, tout cela ouvrant sur des conflits entre les compagnies des eaux, les écologistes, les agriculteurs et le pouvoir fédéral qui doit arbitrer. La prospérité de la filière agro-business repose finalement sur une main-d'œuvre bon marché et bien formée d'origine mexicaine, mais aussi sur l'eau bon marché.
les travaux d'infrastructure étant financés par l'État californien ou l'État fédéral, soit dans les deux cas par le contribuable. Voilà un État qui est suspendu aux chutes de neige dans la Sierra Nevada et au taux de remplissage des réservoirs du Colorado. La Californie a tiré sur le fleuve bien plus que son quota autorisé, simplement parce que l'Arizona et le Nevada n'utilisaient pas totalement leur propre quota. Or, cela désormais est terminé, avec le développement du Tucson, de Phoenix, de Las Vegas, autant de villes qui consomment désormais leur droit de tirage sur le fleuve. Si bien que cette question de l'eau devient en Californie une question où se disputent, où se coalisent trois familles d'acteurs. Les agriculteurs, qui consomment donc 80% du volume d'eau à eux seuls, les villes et leurs compagnies des eaux, notamment la Metropolitan Water District de Los Angeles, les écologistes, qui s'appuient sur les lois fédérales de protection de l'environnement et de la qualité de l'eau, et qui constatent qu'elles ne sont pas respectées. Or, l'État fédéral, qui est pourtant proche du lobby de l'agro-business, a de plus en plus tendance à donner raison aux écologistes. Alors, est-ce que c'est parce que Washington est conscient d'une situation qui est désormais en impasse? Ce stress hydrique, comme on dit, est-ce une limitation à la croissance? Si Gray Davis a perdu les élections devant Arnold Schwarzenegger pour le poste de gouverneur, eh bien c'est à cause de l'électricité, c'est-à-dire de la crise de l'énergie. En fait, la situation de la Californie est fragile. Souvenons-nous de la panne électrique en 2003, des émeutes ethniques de 1992, des énormes incendies dans les parcs naturels, du tremblement de terre de 1994 à San Francisco. La Californie, je vous le rappelle, est située juste sur la faille de Sant'Andrea. Alors Californie, au fond, c'est le résumé du rêve américain. Cela exprime bien la limite du modèle de développement et de sa remise en cause nécessaire. En somme, un modèle qui consomme plus que les ressources disponibles, voilà qui exprime bien, somme toute, la puissance et la vulnérabilité américaine. Bien avant les attentats du 11 septembre à New York, plusieurs rapports du Pentagone préconisaient une réforme du dispositif militaire américain à l'étranger. Eh bien, c'est cette nouvelle cartographie des bases américaines dans le monde que je vous propose de regarder et de placer sur les cartes. Jusqu'en 2004, le déploiement militaire américain répondait à la logique de la guerre froide, et ce sur trois théâtres principaux. En Europe, les États-Unis avaient mis en place un réseau de bases militaires en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et une alliance militaire, l'OTAN, qui pouvait répondre à une invasion soviétique terrestre par le nord de l'Europe. En Asie, depuis l'avènement de la Chine communiste en 1949 et après la guerre de Corée en 1953, les forces américaines, stationnées en Corée du Sud, devaient pouvoir s'opposer à une invasion nord-coréenne. Et enfin, le déploiement américain au Japon, qui date de 1945, après la défaite japonaise, servait à garantir la sécurité du Japon, tout en participant à la politique d'endiguement du communisme en Asie. Enfin, les bases dans le Golfe et l'océan Indien assuraient la sécurité de l'approvisionnement énergétique des États-Unis. On le comprend, la capacité de riposte reposait sur des forces terrestres, lourdes, au déplacement lent, et face à des menaces territorialement identifiées. Eh bien aujourd'hui, la menace a changé. Face à un terrorisme mobile, il faut se rapprocher des foyers de tension, il faut être moins statique. Or, les déménagements de base coûtent cher et ne s'opèrent pas en un jour. Entrons dans le détail. Il y a aujourd'hui 110 000 GIs en Europe, dont 70 000 en Allemagne. Ce pays a été occupé après la défaite de 1945, d'où la présence d'une centaine de bases américaines en Allemagne, notamment Ramstein Air Force Base, qui rassemble 34 000 personnes, si l'on compte les militaires et leurs familles, soit la plus grande communauté américaine hors des États-Unis. Elle devrait rester opérationnelle sous commandement de l'OTAN. À Wiesbaden, là se trouve la première division d'infanterie, soit 18 000 soldats américains, plus leurs familles et les employés civils. À partir de 2006, au moins 2 divisions américaines, soit 30 000 hommes, vont quitter l'Allemagne. Plusieurs dizaines d'installations vont fermer et les soldats retourneront aux États-Unis. À terme, la présence américaine en Allemagne devrait tourner autour de 10 000 hommes, constituant des brigades d'intervention rapides, équipés de Stryker Armored Vehicles, beaucoup plus légers que les chars Abrams.
ce redéploiement concerne aussi la Grande-Bretagne. Les bombardiers de l'US Air Force devraient quitter le pays pour rejoindre Naples, port de stationnement de la 6e flotte américaine en Méditerranée, la ville devenant ainsi le premier hub militaire d'Europe. On trouve déjà en Italie, entre Livourne et Pise, Camp Darby, l'entrepôt logistique militaire le plus grand au monde, qui joue un rôle central pour ravitailler les troupes américaines en guerre en Irak. En somme, on le voit, l'Europe n'est plus un front pour les Américains, mais une base logistique. C'est l'Italie, la grande bénéficiaire de ce redéploiement militaire américain, à la différence de l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou de la Corée du Sud en Asie. Eh bien justement, qu'en est-il en Asie? Les États-Unis ont en Corée du Sud 31 000 soldats, mais ici la situation est tout à fait différente de celle de l'Allemagne, puisque la Corée du Nord est toujours une ennemie. Sauf que, dans la position tactique qui est la leur, juste devant le 38e parallèle, les forces américaines ne sont plus qu'une armée de garde-barrière. Au total, un tiers des troupes américaines va donc quitter la Corée du Sud. 5 000 soldats ont déjà été redéployés en Irak avant de retourner aux États-Unis. Maintenant, le Japon. Les États-Unis y sont présents depuis la défaite de 1945. Selon le traité américano-japonais de 1960, les États-Unis y maintiennent 47 000 hommes sur 91 facilités militaires dispersées à Honshu, Kyushu et 30 000 rien que sur la petite île de Okinawa. L'état-major est à Yokota, à l'ouest de Tokyo, la 7e flotte a son quartier général à Yokosuka, et le coût global de cette présence est d'environ 7 milliards de dollars par an, couvert à 60% par le budget japonais. Alors ce dispositif est donc très important, on le voit, mais les discussions politiques entre Américains et Japonais butent à la fois sur l'ampleur de la réduction des forces, sur la modification de leur structure, sur leurs fonctions, et en plus il y a la question du stockage des armements nucléaires miniaturisés. Donc Allemagne, Grande-Bretagne, Corée du Sud, Japon, les Américains se retirent de ces théâtres où ont pris fin les guerres du siècle dernier. Mais où vont-ils? Eh bien, les forces américaines se rapprochent des foyers où se trouvent les tensions, dessinant un demi-arc de cercle. Europe de l'Est, Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale, Vietnam, Philippines et plus au sud l'Australie. Et ce pour faire face à de nouvelles menaces, celles de réseaux terroristes, multinationaux, mobiles, sans territoire fixe, sans armée localisable. Regardons en Europe de l'Est. Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie ont signé avec l'administration républicaine des accords autorisant l'ouverture de bases avec de multiples avantages. D'abord, les coûts de main-d'œuvre y sont beaucoup moins élevés qu'en Allemagne. Les opinions publiques sont pour le moment pro-américaines, comme d'ailleurs les pouvoirs politiques. Ensuite, des accords ont été signés alors que ces pays entraient dans l'Union européenne. C'est une sorte de tactique du cheval de Troie, gênant à terme une Europe de la défense autonome de l'OTAN. Et puis les avions américains sont autorisés à survoler leurs espaces aériens pour aller vers l'Irak. Au Moyen-Orient, pendant la guerre contre l'Irak, près de 10 000 soldats américains ont été déployés en Arabie saoudite et la base de Prince Sultan a servi de centre de commandement pour les opérations aériennes. Mais sur le long terme, il n'y aura plus de présence américaine dans ce pays, seulement quelques centaines d'hommes à Dhahran pour entretenir des installations aériennes. Pour Washington, il faut politiquement sortir d'Arabie saoudite, qui a cessé d'être un allié fiable. Et en remplacement, le Pentagone a installé une base de commandement au Qatar pour l'ensemble des forces américaines au Moyen-Orient. La 5e flotte a son siège à Bahreïn. Et au Koweït, environ 8 000 hommes se sont maintenus depuis la guerre de 1991. Allons plus au nord. Depuis l'intervention en Afghanistan en 2001, la présence militaire américaine s'est développée au Caucase, en Géorgie et dans les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et du Caucase à l'Asie centrale, cette présence permet de surveiller le flanc sud de la Russie, qui est un flanc mou, de contenir l'instabilité islamique, de tenter de limiter l'influence de Pékin en Asie centrale et de surveiller cette région riche en hydrocarbures ainsi que les oléoducs en construction. Alors cette présence américaine dans ces régions est-elle durable?
En tout cas, elle se prolonge en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Sachez par exemple que dans ce pays, chaque décollage rapporte 7 000 $ et qu'il y en a environ 30 par jour. Maintenant, l'Asie du Sud-Est. On assiste là à d'étonnants retournements de l'histoire. Hanoï serait en effet en négociation avec les Américains pour relouer leur ancienne base de Cam Ranh que la flotte russe du Pacifique a quittée définitivement en juillet 2003. Aux Philippines, jusqu'en 1991, les Américains entretenaient les bases navales de Subic Bay et de Clark Airfield. Elles ont été évacuées après la fin de la guerre froide, mais aujourd'hui, Manille et Washington sont en pourparlers pour une réinstallation des forces américaines. Et l'avantage d'un tel positionnement aux Philippines, c'est d'une part la lutte contre les groupes terroristes d'Abu Sayyaf et aussi la proximité par rapport à la Chine. Enfin, dans la zone Pacifique, un groupe aéronaval va quitter San Diego, en Californie, pour venir stationner à Hawaï. Une partie de la 7e flotte va s'installer sur l'atoll de Guam, territoire américain dans le Pacifique, ce qui placera la flotte à moindre distance de l'océan Indien et de Diego Garcia, escale militaire permanente vers le Moyen-Orient. Alors ces nouveaux déploiements militaires seront achevés vers 2008, vers la fin de l'administration Bush II. C'est une configuration qui doit répondre à la menace terroriste en rapprochant les forces des théâtres Moyen-Orient, Asie, Afrique. Le critère tactique n'est plus où sont nos troupes et avec quelle puissance, mais nos troupes peuvent-elles arriver assez vite pour faire la différence. Se prépare donc une guerre de corps expéditionnaires, légers, mobiles, puisqu'on ne sait plus où il va falloir livrer combat. Guerre sans territoire, sans revendication, sans négociation secrète. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment et pourquoi une minuscule île au milieu de l'océan Indien joue un rôle majeur dans la stratégie des États-Unis. Nous allons faire connaissance avec l'île de Diego Garcia. Nous voilà au centre de l'océan Indien, à 7 degrés sud de l'équateur. Là se trouve l'île de Diego Garcia, située à moins de 2000 km de l'Inde, 3500 km de l'Afrique et de l'Indonésie, 4500 km du golfe Persique et à 5000 km des côtes occidentales de l'Australie. Eh bien, c'est cette position tout à fait centrale qui va donner toute son importance à l'île de Diego Garcia. L'île fait partie de l'archipel des Chagos. C'est ce qu'on appelle un atoll, c'est le plus vaste des Chagos, 40 km², et il est reconnaissable par sa forme en fer à cheval. L'île est déserte lorsqu'elle est découverte début XVIe siècle par des Portugais qui sont en route vers les Indes. Et l'origine de son nom, d'ailleurs, n'est pas claire. Est-ce le nom du navigateur, Diego Garcia, dont on ne trouve pas trace de navigation dans l'océan Indien, ou celui du navigateur Diego et du capitaine Garcia, qui ont ensemble revendiqué la découverte de l'île, ou bien est-ce qu'il s'agit de l'erreur d'un cartographe qui aurait transformé le nom du capitaine Dom Garcia en Diego Garcia? À vrai dire, on ne sait pas. Et d'ailleurs, des Portugais, l'île ne va conserver que le nom, car ce sont les Français et les Anglais, à la recherche de points d'appui sur cette route des Indes, qui vont se disputer cette île au XVIIIe siècle. Diego Garcia est revendiqué par la France, qui est déjà présente plus au sud, dans les îles de France et Bourbon, aujourd'hui Maurice et La Réunion. Et comme cette île est isolée, elle va d'abord servir de léproserie pour les Français de l'Île-de-France, avant que ne soit exploitée la noix de coco à la fin du XVIIIe siècle. En 1814, Diego Garcia devient britannique, l'exploitation de la coco s'intensifie, des huileries sont installées, et après l'ouverture du canal de Suez, fin XIXe siècle, l'île sert de ravitaillement en charbon pour les vapeurs qui font la route Grande-Bretagne-Australie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une base y est installée par la Royal Air Force et un déploiement de fusiliers marins doit tenir à l'écart la marine japonaise, dont les sous-marins ont déjà coulé plusieurs navires de Sa Majesté. Mais ce sont les États-Unis qui vont, après la Deuxième Guerre mondiale, s'intéresser de très près à ce minuscule territoire. On l'a bien vu en effet sur les cartes. Diego Garcia est à équidistance du continent africain, de l'Australie, des détroits indonésiens et du golfe Persique.
Elle est donc située sur des routes commerciales importantes, reliant le Moyen-Orient, producteur de pétrole, à l'Europe et à l'Amérique via le Cap, mais aussi à l'Asie par les détroits indonésiens. C'est la route maritime qu'empruntent les supertankers, leur tonnage leur interdisant de passer par le canal de Suez. Eh bien, c'est précisément la fermeture de ce canal de Suez lors de la crise de Suez en 1956 qui va faire prendre conscience aux États-Unis de l'importance de cette route. Dans les années 60, la flotte américaine est à la recherche d'un point d'appui dans cette région. Les Britanniques vont alors détacher de leur colonie mauricienne l'archipel des Chagos pour former en 1965 le British Indian Ocean Territory, puis par accord du 30 décembre 1966, les États-Unis obtiennent un bail d'une durée de 50 ans, renouvelable 20 ans, pour établir sur cet atoll de Diego Garcia une base d'écoute et de communication. En échange, les Américains offrent à très bas prix au Royaume-Uni des fusées Polaris. Mais c'est la guerre froide qui va véritablement changer le rôle de Diego Garcia. La présence navale soviétique est en nette augmentation dans la région à la fin des années 60. L'accord d'amitié et de coopération indo-soviétique en 1971 permet à la marine russe de prendre des points d'appui dans les ports de Ocha, Visakhapatnam et Port Blair dans les îles d'Andaman. L'URSS a également des facilités navales au Yémen du Sud et en Somalie. La présence soviétique se renforce dans les années 70 avec la mise en place d'un régime pro-soviétique au Mozambique en 1975, puis en Éthiopie en 1976, et bien sûr, il y a l'invasion de l'Afghanistan fin 1979. Alors face à cette situation, Washington, avec l'accord de Londres, décide la construction d'une base américaine à Diego Garcia, qui deviendra peu à peu un complexe aéronaval ultramoderne capable d'accueillir des porte-avions. Les Chagossiens, environ 1400 personnes, descendants des esclaves africains, vont être tout simplement expulsés de l'archipel vers les Seychelles et l'île Maurice, nouvellement indépendantes. Un dédommagement financier est accordé au gouvernement mauricien pour leur installation, mais cet argent ne vient qu'au compte-gouttes, et les Chagossiens, majoritairement analphabètes et ne parlant que le créole, finissent dans les bidonvilles de Port-Louis. Une fois achevée, la base de Diego Garcia a deux fonctions dans la stratégie de défense américaine. D'abord, tenter de compenser la perte stratégique que représente pour Washington la chute du Shah d'Iran en 1979. Le Shah était un allié américain dans la région. Et ensuite, garantir l'accès au pétrole du Moyen-Orient. Car si on regarde bien, on voit que depuis Diego Garcia, les États-Unis peuvent intervenir dans tous les recoins de cette partie du monde. Diego Garcia est à 3-4 jours de navire de l'Inde ou du détroit de Malacca, 5-6 jours du détroit d'Ormuz, idem pour la côte ouest de l'Australie, et à 7 jours du cap de Bonne-Espérance. Alors comment fonctionne une base de cette importance? L'atoll de Diego Garcia s'étire sur 25 km du nord au sud. La base militaire est à l'entrée du lagon, c'est un port naturel, protégé puisque le lagon n'est accessible que par le nord. Avec une profondeur de 31 mètres et une largeur maximale de 10 km, il peut accueillir des navires de surface et des sous-marins nucléaires. Plus au sud, on a une piste d'aviation qui peut accueillir les B-52 et les avions de surveillance AWACS. Plus au sud encore, les dépôts de munitions conventionnelles. Et enfin, Diego Garcia accueille le centre de surveillance de l'espace, dit JEOTS. Au total, cela fait 3500 personnes, militaires et civiles, qui travaillent là pour l'armée américaine, plus une cinquantaine d'Anglais, l'île étant toujours sous souveraineté britannique. Ils sont chargés de l'administration civile, des douanes, à l'aéroport, de la sécurité de l'archipel et ils veillent aussi à la préservation de l'environnement de l'île. Maintenant, la guerre froide est terminée depuis 1989 et pourtant Diego Garcia a de plus en plus d'importance au sein du système militaire américain. En 1991, pendant la guerre du Golfe, l'île est le pivot des raids contre l'Irak au cours de l'opération Tempête du désert. C'est de là que partent les avions. C'est là qu'ils viennent se ravitailler, d'où le nom donné à Diego Garcia de super porte-avions.
Ensuite, après les attentats du 11 septembre 2001, l'île est la tête de pont du dispositif américain dans l'océan Indien lors de la guerre lancée contre le régime des talibans. De là, l'Afghanistan est à quelques 6 heures de vol pour les B-52 qui vont pilonner les caches des combattants d'Al-Qaïda. Maintenant, prenons un planisphère. Si on place les crises et les conflits de cette partie du monde, on mesure le rôle plus large de l'île dans le dispositif général américain. Avec la lutte contre le terrorisme, Diego Garcia est un point essentiel dans une région qui reste instable. En Irak, en Afghanistan, au Cachemire, et même de manière plus globale, au Sri Lanka, en Somalie, dans l'Afrique des Grands Lacs. Alors on le comprend, les États-Unis ne sont pas prêts à renoncer à leur unique base dans l'océan Indien. Et en plus, il n'y a pas d'habitants. Les États-Unis ne voulaient pas de population près de leur base, car elles auraient pu à l'époque subir l'influence communiste. C'est bien là la raison de l'expulsion des habitants de Diego Garcia dans les années 70. Alors que sont-ils devenus? Les 8500 descendants des Chagossiens ont porté plainte contre le Royaume-Uni et ils ont obtenu gain de cause en 2000. La Haute Cour de justice du Royaume-Uni ayant jugé illégale l'expulsion des populations, et elles ont obtenu la pleine citoyenneté britannique, donc européenne, le droit au retour et une compensation financière. Et maintenant, une plainte a été déposée contre le gouvernement des États-Unis. Bien logiquement, les États-Unis vont s'opposer au retour des Chagossiens, du moins tant que cette base servira si bien leurs intérêts stratégiques. Alors je vous rappelle que le bail expire en 2016, donc pour suivre cette évolution, je vous propose de vous en reparler dans le dessous des cartes en 2017. À midi, le 31 décembre 1999, le canal de Panama est redevenu panaméen, alors qu'il était administré par les Américains depuis 1914. Alors quels sont les enjeux de cette restitution? Quand on regarde des cartes, on comprend qu'il dépasse, et de loin, le seul Panama. Voici l'isthme centra-américain. Il comprend 7 États, dont le Panama, qui est la partie la plus étroite de l'isthme. C'est donc à cet endroit-là que fut percé le canal du même nom, entre 1904 et 1914, un canal qui permettait de relier 2 océans majeurs, l'Atlantique et le Pacifique. Or, même s'il est situé au Panama, le canal n'était pas jusqu'au 31 décembre 1999 sous souveraineté panaméenne, mais sous contrôle américain. Alors pourquoi? L'idée d'ouvrir un canal à travers l'isthme remonte au XVIe siècle, du temps de la colonisation espagnole, mais le projet est abandonné par l'Espagne elle-même, de crainte que des navires non espagnols n'aient accès à ces colonies. Le roi Philippe II disait d'ailleurs, je cite, « L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni ». Pourtant, l'étroitesse de l'isthme est utilisée pour transporter à dos de mulets des marchandises de côte à côte, entre les côtes atlantiques et les côtes pacifiques. La piraterie dans la Caraïbe va freiner ces échanges et faire préférer aux navigateurs des routes plus longues, mais plus sûres, notamment par le détroit de Magellan, qui est un passage vers le Pacifique découvert par Magellan lui-même en 1520, ou par le Cap Horn, découvert en 1616. En fait, c'est la ruée vers l'or, au XIXe siècle, qui va relancer les échanges via Panama. Car l'isthme offre aux pionniers qui partent en Californie une route qui est plus sûre que la traversée des grandes plaines de l'Ouest américain. En 1855, une voie ferrée est construite, et peu à peu, l'idée d'un canal se développe pour que le passage devienne véritablement transocéanique. Le Français Ferdinand de Lesseps, qui a déjà construit le canal de Suez, échoue à conduire le projet, et ce sont finalement les États-Unis qui vont se charger de sa construction. Avec la guerre de 1898 contre l'Espagne, les États-Unis prennent conscience de l'importance stratégique d'un canal qui leur permettrait de faire passer leur flotte d'un océan à l'autre. D'où la nécessité d'un contrôle politique.
Il signe en 1901 le traité dit Ei Ponce Forte avec l'Angleterre pour qu'elle renonce à contrôler cette route et que le canal soit internationalisé. Et puis ensuite, les États-Unis soutiennent la rébellion panaméenne contre la Grande Colombie, dont faisait alors partie la région de l'Isthme. Donc un État panaméen indépendant est créé le 4 novembre 1903 et les États-Unis obtiennent alors la cession à perpétuité d'une zone de 16 km de large autour du futur canal. Son percement peut commencer en 1904 et il est inauguré 10 ans plus tard, donc en 1914. Regardons maintenant un plan en coupe du canal pour voir comment il fonctionne. En partant de la côte atlantique, un navire passe les écluses de Gatun, s'étendant sur plus de 2 km et qui l'amène 26 mètres plus haut dans les eaux du lac artificiel du même nom. Le navire poursuit sa course jusqu'au village de Gamboa, au centre du canal. Après le passage Gaillard, le bateau passe l'écluse de Pedro Miguel, puis celle de Miraflores, pour retrouver enfin le niveau de l'océan Pacifique. Il faut environ 8-9 heures pour traverser les 80 km du canal, auxquels s'ajoute en moyenne une douzaine d'heures d'attente à l'entrée. Et avec un droit de passage d'environ 2 € par tonne transportée, un navire paye à peu près 28 000 € la traversée, soit environ 170 000 francs, ce qui revient de toute façon jusqu'à 10 fois moins cher que de passer par le Cap Horn. C'est donc de part et d'autre du canal que l'on trouve ce qu'on appelle la Canal Zone, que vous voyez là sur la carte, concédée aux États-Unis en 1903 et qui coupe le Panama en deux. 10 bases militaires américaines y sont positionnées, avec quelques 10 000 soldats. Ces troupes assurent la sécurité du canal, mais elles ont aussi un rôle plus régional. La base Howard est le siège du quartier général du commandement sud qui conduit les programmes militaires américains dans la région. Alors une telle concentration militaire s'explique aussi par le fait que le canal est perçu par les États-Unis un petit peu comme une voie d'eau intérieure. En 1996, sur les 14 000 navires qui ont franchi le canal, 60% naviguaient pour le compte d'intérêts américains, principalement entre la côte Est et l'Asie. Le canal de Panama est donc un point névralgique pour les États-Unis. Mais du côté des Panaméens, il est ressenti depuis longtemps comme une blessure, et le président panaméen Trujillo signe en 1977 avec le président américain Carter le traité de restitution qui devient effectif le 31 décembre 1999 à midi. En fait, les États-Unis ont pris leurs précautions. Ils conservent un droit de regard sur le canal, avec une priorité de passage pour leur flotte de guerre, et un droit d'intervention si la sécurité ou le fonctionnement du canal est menacé, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Cette restitution impose de toute façon un redéploiement stratégique. En juillet 1999, le commandement sud des forces américaines a été transféré de Panama à Puerto Rico et Miami. Et ce sont désormais les bases aériennes de Manta en Équateur et d'Aruba aux Antilles néerlandaises qui sont utilisées pour la surveillance aérienne des narcotrafiquants qui sont très présents dans la Colombie voisine. Pour le Panama, la restitution du canal signifie, après les tutelles espagnoles, colombiennes, américaines, comme un passage à l'âge adulte. Le pays fait aujourd'hui 77 000 km² et 2 700 000 habitants. Alors cette restitution devrait contribuer à un rééquilibrage du pays entre la capitale, qui concentre 80% de l'activité économique, et le reste du pays, qui est plutôt rural. L'agriculture, bananes, canne à sucre, café, la pêche aussi représente à eux deux 10% du produit intérieur brut du pays et près de un quart des emplois. Ensuite, le Panama est un centre bancaire international. C'est la deuxième zone franche au monde, après Hong Kong, et le pays a la flotte la plus importante au monde par le jeu des pavillons de complaisance. Donc le pays veut pouvoir profiter de sa position stratégique et de son accès aux deux océans.
Or, jusqu'à présent, les 14 000 navires traversaient le canal sans toucher terre, sauf si leur destination finale était la zone franche de Colón. Car les ports de Cristobal et Balboa, aux deux extrémités du canal, étaient sous contrôle américain qui ne voulait pas les développer afin de ne pas concurrencer les ports américains plus au nord. Enfin, le Panama veut se transformer en un centre de distribution des marchandises pour l'ensemble de l'Amérique latine. Il doit donc développer les infrastructures portuaires. D'abord, un premier port privé côté Atlantique a été ouvert en 1995. Il peut décharger plus de 800 000 conteneurs par an, soit presque autant que le port de Miami. Ensuite, une société de Taïwan a obtenu la concession d'un port à proximité de la zone franche de Colón, et des investisseurs de Hong Kong vont construire un terminal à conteneurs à chaque extrémité du canal, à Colón, côté Atlantique, et à Balboa, sur la côte Pacifique. Il faut savoir que la Chine est le troisième utilisateur du canal, après les États-Unis et le Japon. Et ce contrôle des entrées du canal par des capitaux chinois préoccupe d'ailleurs Washington. Alors ce transfert du canal flatte le nationalisme de beaucoup de Panaméens et le pays maintenant veut rassurer la communauté internationale quant à sa capacité à gérer le canal. Le problème, c'est que le Panama reste une plaque tournante pour le trafic de drogue et pour le blanchiment des narcodollars. Le revenu par tête dans ce pays est le plus élevé d'Amérique centrale, mais 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est au Panama que l'on trouve les plus grands écarts de richesse au monde. Donc c'est un pays qui est encore socialement fragile, très inégalitaire, beaucoup de corruption. Tout cela accroît son instabilité. Le paradoxe, c'est que de nombreux Panaméens souhaitent en fait la perpétuation d'une certaine présence américaine dans laquelle ils voient comme une protection contre certaines dérives politiques ou mafieuses du type Noriega. La présidente panaméenne Mireya Moscoso, qui vient d'être élue à l'automne 1999, pour le moment n'envisage pas en tout cas d'autoriser de nouvelles présences militaires américaines dans le pays.